On a assisté mardi dernier à l'un des matchs les plus fous de l'histoire de la Ligue des Champions. Un 5-4 incroyable, mais rassurez-vous, ce n'était qu'une mise en bouche. Et oui, ce mercredi, Bayern Munich et PSG se retrouvent à l'Allianz Arena pour le round numéro 2, et on peut s'attendre encore une fois à un combat herculéen. Alors, qui de ces deux titans prendra le dessus sur l'autre et se qualifiera pour la grande finale ? Salut les gars, c'est Capia, bienvenue pour la grande preview et le pronostic de ce Bayern versus Paris Saint-Germain. Je vais essayer dans cette vidéo de vous donner mon prono, ma vision de cette rencontre au sommet qu'on aura mercredi à 21h à Munich. Évidemment, ça risque une nouvelle fois de partir dans tous les sens, mais pour commencer avec l'analyse, je pense qu'il faut parler du match aller. Globalement, les enseignements qu'on avait eus, c'est deux gardiens qui n'étaient pas super efficaces, en tout cas pas décisifs pour leurs équipes, et des trios offensifs qui avaient été vraiment magnifiques, que ce soit Doué, Dembélé, Kvara côté PSG ou Olise, Kane, Luis Diaz côté Bayern. D'ailleurs, pour revenir sur la performance de Désiré Doué que j'ai trouvé assez sous-coté, les gens n'en ont pas beaucoup parlé, c'est à mon avis via ses bons déplacements et sa vision de jeu qu'il a su se montrer décisif. Déjà sur le premier but de Kvara, c'est lui qui fait le décrochage et qui force Upamecano à le suivre, donnant justement aux Géorgiens cette poche d'espace parfaite dans laquelle s'engouffrer. Il donne une excellente passe du pied gauche, et derrière Kvara peut jouer son 1v1 contre Stanisic, totalement l'enrhumé et égaliser à un partout. Et les amis, il y a aussi évidemment sa passe décisive sur le 5e but parisien d'Ousmane Dembélé, mais sur le 4e but, donc le doublé de Kvara, il y a aussi cette situation où c'est Doué qui vient attirer Konrad Laimer à le suivre et qui ouvre cette poche d'espace immense pour Hakimi qui fait un appel parfait et qui est magnifiquement servi par Vitinha. Derrière, ça donnera ce centre au second poteau et le but de Kvara. Tout ça pour dire que Doué, même si pas beaucoup de gens en ont parlé, a fait pour moi un match sans ballon assez exceptionnel. En revanche, pour pointer du doigt les difficultés des deux équipes, déjà je trouve que ce soit Stanisic ou Mendes, dans leurs duels respectifs face à Kvara et Olise, ça a été très compliqué. Les deux centraux parisiens, Pacho et Marquinhos, pareil, pas terrible, et Jonathan Tah aussi, avec son gros gabarit, a eu du mal à suivre les attaquants parisiens qui sont plus vifs et ont un petit peu moins tendance à aller chercher ce duel face à Tah qui est un vrai stopper à l'ancienne. Bref, et dernière notion qui avait été importante lors de ce match aller, ce 5-4, c'est l'efficacité totale des Parisiens. Vous voyez ici avec le graphe de momentum qu'on a eu quand même globalement une grosse domination du Bayern, en tout cas des temps forts très marqués déjà en début de match, mais surtout sur la seconde période à partir du 5e but parisien en fait. Fotmob annonce d'ailleurs 1,9 XG côté parisien et 3 côté Bayern pour un score de 5-4, ce qui montre à quel point les Parisiens ont été super tranchants. Est-ce de la chance ou de la réussite provoquée? Ça c'est toujours la grande question, on verra au match retour si ça se prolonge, mais pour revenir sur le deuxième temps fort du Bayern à partir de la 60e minute de jeu à peu près, ça correspond avec aussi la sortie de Zaïre Emery qui permettait au PSG de gagner un petit peu cette bataille du milieu de terrain. Lui, le jeune français qui arrive à mettre un abattage assez impressionnant physiquement tant en termes de pressing, de récupération et de couverture du terrain, et l'entrée de Fabien Ruiz a clairement fait baisser le niveau d'intensité de ce milieu parisien, et à partir de là, le Bayern a vraiment pris le contrôle du match. Rajoute à ça que Davis est sorti à la mi-temps au profit de Laimer. Davis avait plutôt un rôle défensif en première mi-temps, pas énormément de projection vers l'avant, et surtout son rôle était de bloquer Doué et Hakimi, ce côté droit parisien très rapide et technique, ce qu'il a très bien fait, mais avec l'entrée de Laimer, t'as eu quand même un petit peu plus de solutions offensives via ce côté gauche, et ça a permis directement ou indirectement de libérer Luis Diaz qui avait pas mal de fois des 1v1 à jouer contre Marquinhos et l'a globalement enrhumé. Après évidemment l'entrée de Laimer a fait que défensivement le Bayern était moins en place, on l'a vu sur les deux derniers buts parisiens et pour basculer maintenant sur le PSG et leur système de jeu, on peut voir ici sur cette phase où Doué a décroché, qui normalement sur le papier est censé être attaquant droit, que Paris en fait ne jouait pas en 4-3-3 mais dans un système hybride de 3-4-3, 3-5-2 avec Hakimi quasiment aussi haut que Kvara et qui joue ce rôle d'ailier droit, et une protection de défense à 3 avec Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Pour vous illustrer ça plus visuellement, sur le papier on pensait tous à un 4-3-3 effectivement, mais dans le jeu c'était plutôt ce fameux 3-6-1, un petit peu difficile, 3-2-4-1 on dirait, où t'avais effectivement Marquis, Pacho, Nuno Mendes en défense à 3, Neves, Vitinha, enfin ça pouvait être Zaïre Emery ou Vitinha qui invertissait un petit peu les projections vers l'avant, mais t'avais toujours deux milieux qui protégeaient et contrôlaient la zone basse du terrain, et puis sur les ailes, Kvara, Hakimi, Doué qui avait un rôle un petit peu plus libre au cœur du jeu, qui tantôt pouvait se
déporter sur la droite, tantôt pouvait apporter le surnombre sur la gauche et Ousmane Dembélé évidemment en faux numéro 9. C'est un système qui est quand même assez suicidaire parce que tu laisses en 1v1 en individuel Marquinhos face à Diaz, Pacho face à Kane et Mendes face à Olysée. En revanche, ça te permet quand même d'avoir dans les transitions et quand t'as le ballon beaucoup d'options offensives et c'est quelque chose qui a mené finalement à ce 5-4 et ce match super ouvert. En revanche, il y a une nouvelle que vous savez sûrement, c'est que Hakimi est forfait pour le match retour et ce système dépend beaucoup du piston droit du latéral marocain qui est parfait justement dans ce rôle d'ailier droit. Et donc la grande question qui va se poser pour Luis Enrique, c'est qu'est-ce que tu fais pour pallier à l'absence d'Hakimi? La solution la plus simple sur le papier et qui a le plus de chances d'arriver, c'est effectivement de remplacer numériquement Zahir Emery à ce rôle de latéral droit et d'intégrer Fabian Ruiz au milieu de terrain. Ça fait que si effectivement tu repars avec le ballon dans ce 3-2-4-1, ça fait que ce sera Zahir Emery qui sera projeté plus haut et Fabian Ruiz qui aura peut-être ce rôle central, ce rôle un petit peu plus d'électron libre par rapport à Neves et Vitinha. Mais même si ça paraît être l'option la plus simple et probable, moi j'ai quand même un souci. Comme on l'a dit au match aller, la sortie de Zahir Emery de ce milieu de terrain et l'entrée de Fabian Ruiz a mené à l'énorme domination des Bavarois et je pense qu'à partir de cette 60-64e minute, t'as plus du tout eu le contrôle du ballon et en termes d'intensité, Fabian Ruiz il faisait vraiment tâche dans ce milieu de terrain. On parle ici d'un joueur qui en 2026 a vraiment que des bouts de match à partir de sa blessure face au Sporting le 21 janvier et son retour face à Lyon le 20 avril. À chaque fois ça a été 18 minutes, 30 minutes, 45 minutes et il a joué ce samedi son plus haut total de minutes, c'est-à-dire 61 contre Lorient et je l'ai trouvé sur le plan physique pas impressionnant et donc à mon avis ce serait une énorme perte que d'enlever Zahir Emery de ce milieu de terrain et ça entraînerait d'énormes difficultés à ton équipe de contrôler le tempo du match et gagner cette bataille du milieu. Et donc si effectivement tu décides de laisser Warren dans ce milieu à 3 avec Neves et Vitinha, quelles sont tes options dans ce rôle de latéral droit? D'ailleurs je précise une nouvelle fois que c'est pas vraiment un latéral droit, c'est plus un espèce de piston, un joueur hybride qui doit occuper ce couloir et qui a peut-être moins de tâches défensives qu'un latéral traditionnel. Première piste qu'on pourrait évoquer, ce qui a été tenté contre Lorient et qui a été vraiment pas mal, c'est de mettre Mayoulou dans ce rôle. Évidemment, sur le papier, ça paraît suicidaire de faire ça contre le Bayern, mais c'est une option intéressante. Sinon, t'as aussi la possibilité de faire un all-in offensif et de mettre, pourquoi pas, Barcola dans ce rôle de piston droit. C'est un joueur qui a le volume physique pour enchaîner les courses et vraiment occuper ce couloir à l'image de Hakimi. C'est aussi un attaquant qui a un gros volume de pressing et qui ne rechigne jamais à ses tâches défensives. Malgré tout, c'est dommage de ne pas avoir Bradley comme solution d'entrée de banc qui viendrait dynamiter un petit peu une fin de match, mais ça pourrait être une solution envisagée par Luis Enrique pour animer ce couloir dans ce 3-2-4-1. Tu peux aussi par exemple envisager un Kangin Lee, mais soyons sérieux, il y a 95% de chances à mon avis qu'on parte avec la solution Zahir Emery ailier droit et Fabian Ruiz intégré à ce milieu de terrain, et pourquoi pas en fonction du scénario, la sortie à la 60e de Fabian, la réintégration de Zahir Emery au milieu et Barcola ou Mayoulou qui peut justement prendre ce rôle d'ailier droit en fonction de si tu as besoin de mettre des buts ou non. Bref, voilà, vous connaissez Enrique, on n'est pas à l'abri de nos surprises avec lui, pas impossible qu'il tente quelque chose pour pallier à l'absence d'Hakimi. Et pour parler maintenant de la compo du Bayern Munich, je pense que ça va repartir avec le modèle traditionnel. La seule petite interrogation, c'est sur ce poste de latéral gauche, est-ce que tu repars avec Davis ou avec Leimer? Effectivement, en première mi-temps, c'était un vrai 4-2-3-1 très classique avec Davis et Stanisic qui avaient des rôles plutôt défensifs, très peu de projections offensives de leur part et des vrais protecteurs de leur couloir. D'ailleurs, le Canadien avait été super efficace, on avait très peu vu Hakimi et Doué sur ce flanc droit en première mi-temps. En revanche, il est vrai que l'entrée de Leimer a changé pas mal de dynamique et a rendu ce match encore plus fou et a permis au Bayern d'avoir un contrôle accru du ballon et des actions à partir de son entrée, en tout cas à partir de la 60e minute. Et d'ailleurs, Kompany a fait quelque chose de très intéressant à partir de la deuxième mi-temps et l'entrée de Leimer, c'est qu'il a un petit peu calqué son système sur celui d'Enrique. En fait, quand les Bavarois avaient le ballon, ça se transformait à l'image du PSG dans un 3-2-4-1 avec Stanisic, Upamecano et Ta qui restaient en retrait sur les phases offensives, le milieu Kimmich, Pavlovic et Leimer qui était vraiment cet ailier gauche et permet à Luis Diaz d'avoir un petit peu plus de liberté dans ce demi-espace gauche et l'a laissé pas mal de fois en 1 contre 1 face à Marquinhos. En revanche, ça coïncide aussi avec la baisse d'impact d'Olysée dans le jeu parce que forcément relégué dans ce rôle de piston droit, attaquant droit et forcément un petit peu à la fois isolé et impossible pour lui de dézonner parce que l'axe était quand même très
très occupé par à la fois Musiala, Luis Diaz et Kane qui décrochaient pas mal. Mais bon, même si ce système de la deuxième mi-temps a ses failles, notamment le fait que t'as laissé beaucoup trop d'espace sur ce couloir droit qu'a mené aux 2 derniers buts parisiens, faut quand même avouer qu'en termes de contrôle du ballon, de momentum, de temps fort, c'est vraiment le Bayern qui a dominé cette deuxième mi-temps. Et j'ai quand même le sentiment qu'on aura un Kompany qui va repartir avec cette version, qui n'a pas peur de laisser d'espace dans son dos tant qu'il a le contrôle du match. Surtout que le Bayern est mené 5-4 et doit marquer des buts, doit gagner absolument ce match retour. Donc je pense que la compo de départ sera avec Laimer et Stanisic. Et ensuite, pourquoi pas imaginer si tu mènes de 2 buts d'écart, par exemple, faire entrer Davis dans ce rôle de latéral gauche pour un petit peu verrouiller les offensives parisiennes. Mais en gros, voilà, c'est ce que j'imagine pour le Bayern et le PSG. En revanche, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'impact qu'aura les bancs sur cette confrontation. Et oui, dans un match aussi indécis et où chaque but peut vraiment faire basculer l'issue de cette rencontre, il faut quand même appuyer sur le rôle qu'auront les bancs, les joueurs qui vont rentrer et pourquoi pas même en prolongation. Du côté du Bayern, on peut imaginer Davis comme renfort défensif aussi, Kim Min-jae si tu as besoin de tenir un score. Ensuite, les autres options plus offensives, ce serait Goretzka qui a été en forme ce week-end en Bundesliga, Nicolas Jackson évidemment, et le retour de Lennart Karl dans le groupe. Il y a beaucoup d'optimisme côté Bayern, comme quoi il aurait entre 20 et 30 minutes dans les jambes. Peut-être que le petit crack allemand serait une solution pour débloquer et faire basculer la rencontre. Du côté du PSG, on a les renforts traditionnels avec Barcola, Ramos, Kanginli, Mayulu et Lucas Hernandez comme option défensive. Chacun de ces joueurs aura pour moi un rôle important. Il faut absolument que Barcola, Ramos et Mayulu, comme à leur habitude, puissent faire des entrées fracassantes et peut-être apporter une nouvelle fraîcheur dynamique à ce match. Dans tous les cas, ils auront tous un vrai rôle à jouer. Pour passer maintenant sur mon pronostic de ce match retour, j'ai le sentiment qu'on va assister une nouvelle fois à un match un petit peu foufou, un match dans lequel le Bayern aura peut-être un peu plus le contrôle du ballon, mais le PSG sur les quelques transitions, les quelques temps forts qu'ils auront arriveront à être super tranchants. Faut rappeler que le trio Doué, Kvara, Dembélé en Ligue des Champions est super efficace, ça en est même effrayant. Dembélé c'est 5,3 XG pour 6 buts, mais pour les deux ailiers Doué et Kvara c'est vraiment terrifiant avec 1,7 XG pour Doué et 5 buts, alors que Kvara a dépassé les 10 buts en LDC pour seulement 3,8 expected goals. Bon, et le Bayern n'a pas à rougir en termes d'efficacité, leur trio offensif l'est tout autant avec 4,3 XG pour Olise et 5 buts, 4,7 pour Luis Diaz pour 7 buts marqués, et Harry Kane qui a 9,1 XG pour 13 buts. Vous voyez avec ces exemples que l'efficacité sera au cœur des débats, surtout quand les deux gardiens, que ce soit Safonov et Neuer, sont pas super tranchants cette année et sont vraisemblablement pas les meilleurs gardiens de la planète à l'heure actuelle. Donc il y aura encore une fois à coup sûr des buts si effectivement les attaquants des deux équipes sont tout aussi efficaces que lors du match aller. Et donc si je dois me prononcer sur un score, je verrai bien un 3-2 en faveur du Bayern et un match qui va en prolongation. Et en fait, grâce à ces meilleures options offensives sur le banc, donc Mayulu, Barcola, Gonzalo Ramos, je vois bien le PSG faire la différence lors de la prolongation, peut-être un 3-3 à l'issue de cette prolongation ou peut-être un 4-4, mais en tout cas je vois le PSG marquer plus de buts que le Bayern dans ces 30 minutes additionnelles, et donc un PSG qui se qualifie dans la grande finale dans une nouvelle fois une rencontre d'anthologie. Et pour terminer, je pense qu'un joueur sera une nouvelle fois étincelant et vraiment déterminant pour son équipe, ce sera le géorgien Kvaratskhelia. J'imagine encore une fois pourquoi pas un petit doublé de sa part. Ça vient conclure ma vidéo pronostic preview de ce Bayern PSG. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ça t'a plu, donne-moi aussi ton avis, ton pronostic en commentaire. Voilà les amis, je vous souhaite de bien vous régaler mercredi soir, rendez-vous jeudi matin pour mon débrief, c'était Capia, gros bisous.